Bienvenue sur TV Liberté. Éric Morillo. On le connaît comme journaliste présentateur sur CNews, animateur sur Sud Radio et également pour Les Incorrectibles sur YouTube. Et il rejoint TVL pour animer Bistrot Liberté. Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Philippe Millot et Martial Bild seront en dédicace à Paris le 15 septembre prochain à la Nouvelle Librairie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver après cet été étouffant. Alors, 4 invités ici. Yves Christen, j'y arrive, Tariq Dali, Laurent Arthur Duplessis et Nicolas Vidal. 3 sujets. Premier sujet, le président annonce des restrictions. Est-ce que vous êtes prêts à les suivre? Quel effort, j'ai presque envie de dire, effort de guerre, êtes-vous prêts à accomplir pour que l'hiver se passe bien d'un point de vue énergétique? Premier sujet. Deuxième sujet, mort de Gorbatchev il y a quelques jours. Comment on peut évaluer sa place dans l'histoire? Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est celui de la guerre en Ukraine. Guerre qui se prolonge, plus de 6 mois. Je voulais voir avec vous si vous avez des suggestions, des propositions de paix ou comment vous voyez que les choses peuvent se terminer. Voilà, ça, c'était les 3 sujets. Et autrement, nous avons notre invité caricaturiste Ignace qui est là, qui est de retour, qui a affûté ses crayons et qu'on va retrouver à la fin de l'émission avec tous ses dessins. Allez, on commence tout de suite, à tout de suite. Le président de la République, sujet numéro 1, le président de la République a annoncé des restrictions, des efforts nécessaires à faire, les températures à 19 degrés. Moi, je voulais savoir si ça vous semblait possible, si vous étiez OK pour les faire, ces efforts, et comment vous voyez les choses. Oui, Monsieur Vidal. Je vais en parler. Si on est prêt à payer le prix de l'incompétence, on peut y aller concrètement sur cette crise énergétique. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a saccagé, a fermé Fessenheim, il s'est désengagé du nucléaire et maintenant il vient nous dire à nous, chers Français moyens de la France périphérique, qu'il va falloir couper le Wi-Fi, couper le chauffage, mettre la clim. Bon, maintenant la clim ça va être un peu compliqué, mais le chauffage est 19 degrés. Donc finalement, ce qui est étonnant, c'est qu'on est en train de payer le prix de l'incompétence. Et c'est le prix de la faillite, TVA incluse. Et je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, certains Français commencent à le voir d'un bon œil. Encore faudrait-il, ça c'est une vraie question aujourd'hui. C'est une vraie question. C'est à quel moment la conscience politique a-t-elle conscience, notamment, que ces restrictions aujourd'hui sont dues à nos élites, et pas qu'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, François Hollande, avec ce deal avec les écolos, notamment sur le nucléaire. Donc, moi, j'entends des reportages sur des chaînes mainstream où on nous dit « Oui, je vais faire des efforts, vous comprenez, c'est normal, c'est la solidarité. » Déjà, qu'on me sort la solidarité, moi, ça commence à me faire bondir. Mais la réalité, c'est que est-ce que les Français, en majorité, ont conscience des efforts qu'on leur demande, des sacrifices qu'on leur demande et d'une paupérisation qui va s'accélérer, notamment avec la précarisation, qu'elle soit sociale et financière. Donc, Ok, Nicolas, ça, c'est, vous dites que si on est obligé de faire des restrictions, c'est la faute, en gros, de Hollande et de Macron qui a pris sa suite. De nos élites, plus largement de nos élites, sur ce sujet-là. Il n'empêche que pour passer l'hiver, il semblerait qu'il faille faire des efforts. Est-ce que vous allez les faire ou vous vous dites... Je m'en moque. Moi, je pense qu'il faut renvoyer le prix de l'incompétence à nos élites une nouvelle fois. Voyez-vous, parce qu'une nouvelle fois, je développe cette idée-là. Je n'arrive pas à comprendre. Rappelez-vous, pendant le Covid, la France était à poil. Je suis désolé de la trivialité. La France était à poil sur toute une série de choses. On ne va pas rappeler ce qui a été, les masques, tout ce qui a été là. Ouais. Et première fois, on a payé ça. Les Français ont payé ça et maintenant on va le payer. Mais encore beaucoup plus fort qu'avec le Covid. Et ça, c'est absolument... On ne peut pas dire avec Emmanuel Macron qui nous a fait une déclaration lundi, je crois, après son conférence, son allocution avec le fabuleux chancelier Olaf Scholz, venir nous dire finalement que déjà, il ne regrette pas du tout la fermeture de Fessenheim, il ne fait pas du tout de mea culpa, il rentre dans les plumes
du PDG Jean-Bernard Lévy d'EDF. Enfin, c'est absolument un scandale. C'est absolument un scandale. Et moi, j'appelle toujours, j'essaie de voir du côté de la France périphérique des Français, est-ce que les gens ont bien analysé aujourd'hui, hormis la propagande médiatique qui est en train de s'abattre sur nous, comme ça a été le cas depuis 20 ans. Et moi, je suis très inquiet parce que la sobriété énergétique, c'est le prix de l'incompétence. Nicolas a parfaitement raison, de A jusqu'à Z. Là, on nous demande de payer le prix de l'incompétence, mais non seulement l'incompétence, en plus la trahison de la France, parce que je suis désolé, détruire la filière nucléaire, parce qu'il parle de Fessenheim. Ça, Fessenheim, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut savoir qu'en ce moment, aujourd'hui, il y a plus de la moitié des réacteurs nucléaires qui ne marchent pas. Et il s'en prend à Lévy. Et pourquoi la moitié des réacteurs nucléaires ne marchent pas? Parce que ça fait des années qu'on leur dit on va abandonner la filière nucléaire. Donc vous n'allez pas demander à un industriel d'investir dans un truc qui va être désuet. Ça, c'est la première chose. Il ne se repent de rien du tout. Il n'en parle pas. Deuxième chose, il passe son temps à se gargariser de c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, vous allez faire des efforts. Eh bien, si c'est la guerre, on entre en économie de guerre. Et c'est quoi l'économie de guerre? Eh bien, on mobilise pour refaire partir les réacteurs nucléaires qui sont en carafe. Il ne le fait pas du tout. Non seulement il ne le fait pas du tout, mais en plus, le plan de sortie du nucléaire qui est prévu à 2035 ou 2040 ou je ne sais pas quoi, il n'en a pas retiré une phrase parce qu'il est en train de dire « oui, je rouvre les machins, je ne m'excuse pas sur Fessenheim, etc. » Mais il continue. Le seul signal qu'il pourrait donner, de bonne volonté, c'est de dire « on abandonne, on fait une nouvelle loi de programmation énergétique ». Pas du tout. Il n'en est pas question. Donc, pas d'économie de guerre. On continue à laisser se déliter la filière nucléaire, et en plus on va demander aux Français de payer le prix de l'incompétence et de la malhonnêteté intellectuelle. Non. Donc pas d'effort de votre part. Mais bien sûr que non. Yves Christen. La question de Franck invite à dire les choses étant ce qu'elles sont, toutes les erreurs qui ont été faites et ayant été faites, quid de maintenant, ici et maintenant. Et il est clair, ça rejoint d'ailleurs ce que disait Nicolas, que l'un des problèmes du gouvernement, c'est peut-être pas le seul d'ailleurs dans ce cas-là, c'est l'incapacité à reconnaître une erreur. On a vu ça pour le Covid. Hein. C'est-à-dire que si le gouvernement nous avait dit, écoutez, on reconnaît que, par exemple, sur les masques, ce qu'on a fait, c'est pas idéal, etc. Mais bon, vous voyez, le fait de reconnaître une chose aurait placé la population dans une situation d'acceptation. Il y a une bêtise de fait, on ne va pas le répéter 2000 fois. Si on prend maintenant le problème du nucléaire, il y a une bêtise de fait, ben c'est comme ça. Mais si au moins on disait, bon ben d'accord, maintenant on a compris que ça changerait la disposition des Français pour accepter c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, qui a été la directrice de cabinet de Ségolène Royal, cabinet où on a préparé la fermeture de Fessenheim, entre autres choses. Elle a dit c'était une autre époque. C'est un début de mea culpa, mais ce serait mieux de dire on aurait mieux fait de pas. Ça aurait été mieux. Je ne le dis pas. Ouais. Mais là, on est en train de continuer, mais on va continuer. Parce que ce qui se passe pour le nucléaire aujourd'hui, je fais une incidente peut-être, mais je vous prédis la même chose dans 10 ans pour l'automobile. C'est le brouillon, c'est le banc d'essai de ce qu'on est en train de faire pour l'automobile. On est en train de dire, on ne fera plus de voitures électriques, donc qu'est-ce qui va se passer? Les industriels, ils vont faire ce qu'a fait le PDG d'EDF, il ne va plus investir. Et dans 10 ans, il n'y aura plus de constructeurs automobiles français parce qu'on va se rendre compte que la voiture électrique, ça ne marche pas, qu'on n'a pas l'électricité pour les faire marcher, on n'aura jamais toute l'Europe est sur cette ligne-là. On arrête le moteur thermique partout. L'industrie automobile européenne va mourir dans 10 ans au profit des Chinois, des Japonais, des Américains. Voilà, c'est clair. C'est clair. L'industrie. Il y en a un qui ne s'est pas exprimé, mais néanmoins, je suis frappé par. J'entends votre réaction, mais globalement, si vous faites le constat qu'il y a eu des erreurs de fait, vous pourriez aussi, Tariq, vous auriez pu aussi dire, s'il n'y avait pas eu la guerre, ou il fallait laisser Poutine envahir l'Ukraine, et ça n'aurait pas été un problème. C'est très exactement ce que j'ai dit. Il se gargarise de la guerre, donc on entre en économie de guerre, et on réactive en urgence les centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. Eh ben, on le fait, on peut le faire en 6 mois, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'ancien PDG d'EDF, M. Le Floch-Prigent. Ok, Laurent Arthur Duplessis, 3 personnes qui vont... Avec tout ce qui a été dit, donc personne ne fait d'effort. Et j'ajouterai une chose. Mais Emmanuel Macron et ses prédécesseurs n'ont pas veillé à la bonne application des accords de Minsk, qui auraient pu éviter l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui auraient pu conduire à une neutralité ukrainienne et qui auraient pu éviter le drame que constitue cette guerre fratricide entre Slaves ukrainiens et Russes. Et donc,
En plus de toutes les fautes déjà pertinemment dénoncées par tous les trois, il y a la faute politique, géopolitique majeure qui consiste à se mettre dans la roue des Américains d'une manière servile, en tant que vassal inconditionnel. Les Européens, notamment les Allemands et les Français, n'ont pas joué leur rôle dans cette affaire. Il fallait qu'ils veillent à la bonne application des accords de Minsk. Ils ne l'ont pas fait. Laurent, ça c'est le passé, d'une certaine manière. On est face à... On sort d'un été... vous m'avez dit, Monsieur Vidal, que vous étiez dans le sud, et chacun sait que dans le sud, il faisait 40 degrés. Donc il y a eu... Le changement climatique est là. Il y a un risque que l'hiver soit très sévère, et que nos... On n'en sait rien. Bien entendu, mais le devoir d'un gouvernant, quel qu'il soit, hein, de gauche ou de droite, c'est de prévoir le futur, en tout cas de jouer les scénarios. J'ai répondu à cette question. Prendre des douches plutôt que des bains, baisser la température à 19 degrés, ça vous semble... Non, j'ai répondu à cette question. Ça me semble, moi, complètement dingue. C'est se foutre du monde. Et je pense qu'il y a un point qu'il faut quand même bien lever avec ce gouvernement, c'est quand même un sacré penchant totalitaire et autoritaire. Nous aurons, à un moment donné, dans 3 matins, le pass carbone. On n'avait pas eu du pass sanitaire, on nous avait traité de complotistes. On a du pass vaccinal, pareil, on est tombé dessus après un raccourci, on l'a eu. Et aujourd'hui, nous allons finalement avec le pass sanitaire. Sur l'émotion et la soumission, nous aurons le pass carbone. Bien entendu, la sobriété énergétique, c'est le pass carbone. C'est le début du pass carbone. Avec une propagande absolument des médias en disant si vous ne faites pas ça, vous serez les méchants citoyens. C'est ce que dit Macron. Si vous ne faites pas la sobriété énergétique, finalement, en novembre, décembre ou janvier, on vous coupera le sifflet. C'est ça la réalité. Et deuxième chose aussi, il y a un véritable problème économique. Parce que la sobriété énergétique, c'est l'effondrement économique de ce qui reste du tissu industriel de la France. Regardez ArcelorMittal, 2000 salariés, ils vont être payés à 70% en chômage partiel. Ils vont fermer. Duralex, pareil. À cause du gaz, bien sûr, hein. à cause, parce que là, on n'est pas sur le volet pénurie, on est sur le volet coût de l'énergie. Et dernier point, qu'est-ce qu'on fait? On continue à suivre l'Allemagne. Regardez sur Fessenheim. Regardez comment Macron a justifié la fermeture de Fessenheim. Il a dit, finalement, Fessenheim était près de la frontière allemande, et pour ne pas aller à l'encontre de la politique énergétique allemande qui a réouvert ses centrales à charbon, nous la fermons. Mais comment on peut accepter qu'un président comme ça sorte des abrutis? C'était incroyable. Moi, je suis frappé par cette espèce d'argumentation qui est absolument incroyable. Et puis, une nouvelle fois, vous avez parlé à juste titre de la vassalisation aux États-Unis, mais là, on est véritablement en deuxième niveau. On est vassalisation à l'Allemagne, alors que l'Allemagne se fout complètement elle fait bien ce qu'elle a envie. Et ça pose des problèmes. Donc, passe carbone, crise énergétique. Nicolas, oui, je crois quand même qu'il ne faut pas se laisser, c'est dire un peu pareil pour le Covid, il ne faut pas se laisser piéger par les erreurs manifestes de nos gouvernants. Maintenant, si on se met dans la situation d'aujourd'hui, je pense qu'il y aura quand même quelque chose à faire, c'est qu'on pourrait changer notre politique vis-à-vis de la guerre d'Ukraine et ne pas s'enferrer dans une position qui, à mon avis, est très mauvaise pour tout le monde. D'abord pour les Ukrainiens qui reçoivent des bombes sur la tête, et ensuite pour les Européens qui ont pris des mesures absurdes. Mais indépendamment de cela, si on voit encore d'un peu plus haut, on ne peut pas contester qu'il y ait un problème d'évolution du climat et un problème d'utilisation des ressources de la Terre plus généralement. Et que d'une certaine manière, il est légitime, dans la perspective du bien commun, d'avoir un management de tout ça qui soit plus efficace, qui soit plus adapté au bien de chacun. Donc il ne serait pas impossible qu'on soit amené effectivement à faire baisser la température. En soi, ça ne me choquerait pas. Mais simplement, ce qui est choquant dans le contexte actuel, c'est le fait en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, on va demander des contraintes à des Français moyens, normaux, et on va se lancer dans une politique absolument folle concernant la guerre en Ukraine, qui aboutit de manière massive à un effet qui est gigantesque par rapport au fait d'avoir fait baisser la température. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais les solutions, je vous les ai déjà données. Je l'ai dit, il y a 3 choses à faire. D'abord, arrêter de faire le clown en Ukraine, déjà. Pourquoi on se met Poutine à dos? Pourquoi on fait en sorte que Poutine ne livre pas de gaz? Première chose. Deuxième chose, je répète, on peut décréter un état d'urgence, on l'a fait pour d'autres choses, pour remettre les centrales nucléaires
en urgence, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est monsieur Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'EDF, qui a dit qu'on pouvait les refaire partir, les 30 réacteurs qui sont en cave, on peut les faire repartir tout de suite. Donc, pourquoi ne le fait-on pas? Troisième chose, il faut abroger immédiatement le plan de sortie du nucléaire qui est toujours en vigueur. Ça, personne ne le dit. Donc, une fois qu'on aura fait ces trois-là, on en parlera, on verra si on a cet effort de guerre, c'est vite fait, ça. Cet effort de guerre, ça ne peut pas être on coupe l'électricité 2 heures par jour de tous les Français. Non, ou alors effectivement, l'incompétence, c'est qu'on est un pays du tiers-monde. On baisse la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes. Qu'est-ce que vous donnez? Je trouve ça intéressant, mais ça veut dire alors 2 choses. Ça veut dire qu'il faut sortir la mondialisation, d'accord? Il faut annuler les traités de libre-échange. Le CETA notamment, le Mercosur et toute une série de choses, parce que ça, en termes d'éco-sidité, on est quand même pas mal. Hein. Et puis aussi, il faut aller faire la leçon aux Américains, il faut aller faire la leçon aux Chinois, mais pas demander aux Français de se mettre à 19 au cheval. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Macron nous avait dit, rappelez-vous, Covid, dès le début du Covid, première prise de parole officielle, il avait dit, il faut repenser notre modèle, il faut repenser notre souveraineté, il faut repenser notre dépendance. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au localisme, je ne vais pas faire... Mais à un moment donné, si on commence à imposer aux Français des mesures drastiques de baisse d'énergie, déjà, je pense que ça ne sert à rien. Déjà, je le pense profondément. Et puis, ça veut dire qu'aussi, il faut changer tout notre modèle, absolument tout notre modèle. Et ça va poser ces questions. Parce qu'à un moment donné, la mondialisation, ou le mondialisme, ce qu'on appelle de là, je veux dire, en termes d'écologie, pour ceux qui sont férus d'écologie, il va falloir quand même se poser terriblement la question. Alors, on peut faire certaines villes, comme la mairie de Montpellier ou d'autres mairies, nous font des abribus végétalisés, mais concrètement, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. La réalité, c'est que c'est un plan beaucoup plus global, mais que je ne suis pas sûr que nos élites, et là, beaucoup plus large qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, veulent sortir d'une mondialisation de marché, et d'un capitalisme. Nicolas, c'est de savoir quand au fond, imaginons, je pense quand même qu'un homme comme Emmanuel Macron a une certaine conscience de cela. Et ça vaut d'ailleurs pour l'histoire, à mon avis, de la guerre d'Ukraine. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre? Je veux dire par là que les États-Unis d'Amérique ont pris une telle puissance sur l'ensemble de la planète qu'on peut se demander si nos gouvernants, s'il voulait avoir une attitude gaulliste, si Macron se prenait pour De Gaulle, est-ce que ça serait possible? De même qu'on pourra se demander tout à l'heure si Gorbatchev pouvait faire autre chose que ce qu'il a fait, etc. C'est toujours possible. C'est toujours possible de dire à Madame von der Leyen, moi j'ai pas envie d'aller en guerre contre l'Ukraine. C'est toujours possible de donner 3 chiffres. Tenez, vous avez dit que ça servait à rien les mesures, parce qu'on va parler d'écologie. Je vous donnais 3 chiffres. 3500, 50, 02. L'atmosphère, c'est 3500 milliards de tonnes de gaz carbonique. Okay. Les rejets annuels dans le monde, c'est 50 milliards. Et la France, c'est 200 millions, 0,2 milliards. Okay. Donc, on peut faire toutes les machines, emmerder les gens à rouler à 80 à l'heure sur une route, à se traîner et à tuer l'industrie automobile. On peut faire ce qu'on veut, emmerder tout le monde avec 19 degrés. Ça ne servira rigoureusement à rien. Bon, il faut. C'est le principe de chacun fait un effort. Mais je ne vois pas pourquoi je ferais un effort pour payer le prix de l'incompétence des individus qui sont au pouvoir depuis 10 ans. Alors, je vais vous raconter... Il l'a dit, Nicolas l'a très bien dit tout à l'heure. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue hier soir. Il y a sur le site de l'ADEME, qui est une agence pour les économies d'énergie, je ne sais pas bien ce que veut dire le terme, où en 10 minutes, vous faites votre empreinte carbone. En répondant si vous avez une voiture, un scooter, si vous vous déplacez en train, si vous mangez de la viande ou des légumes, des choses comme ça. Et puis après, on vous dit... Alors, donc moi, mon empreinte est supérieure à 15 tonnes par an. Pourtant, je peux vous dire que de la viande, j'en mange pas beaucoup. Mais sans doute, dois-je prendre trop ma voiture et trop mon scooter. Oui, mais je suis très Fabien Roussel. Je suis très Fabien Roussel aussi. Et globalement, je consomme plus de 15 tonnes et je devrais arriver dans pas longtemps à 2 tonnes. Je ne sais pas comment faire. Et il faut arrêter de respirer, peut-être. Oui, mais vous voyez, ce qui m'est envoyé comme message en tant que citoyen par cette agence, c'est que la montagne est tellement haute. Non, mais il y a autre chose. Et Nicolas a pointé du doigt cette question-là, c'est qu'on est entré dans un univers totalitaire. C'est que vous avez un site, vous dites ah c'est pas bien, tu as mangé là, ah c'est pas bien, tu as pris ta voiture. Voilà, non, c'est insupportable. C'est insupportable. Quand est-ce que le peuple français va se réveiller contre ce monde orwellien? Voilà, c'est ça la question. La question est là.
Okay. Je constate néanmoins, je suis quand même un petit peu surpris, qu'aucun d'entre vous n'ait pu dire « bah oui, je prends des douches à partir d'aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Bien oui, mon appartement est réglé à 19 au lieu d'être à 21. Bien oui, je baisse moi-même la vitesse sur l'autoroute. Je vais être conforme. Je vais vous répondre. D'abord, je prends jamais de bain. Ça sera la première chose. Okay, deuxième chose, les ayatollahs de l'environnement peuvent aller vérifier chez moi. Je chauffe très peu parce que je n'aime pas la chaleur et en hiver il fait frais chez moi. Mais je n'ai pas à recevoir de leçons pour qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas de cet univers totalitaire. Je suis responsable. Voilà. Moi, j'ai très faible température chez moi et je préfère prendre des douches que des bains. Vous voyez. Bah oui, exactement. Mais je ne veux pas qu'on vienne me le dire. On va nous dire, moi je ne prends que des douches avec un micro-verre et puis je n'attends pas qu'on vienne me le dire. Voilà. Et je n'ai pas de voiture. Et vous n'avez pas de voiture, et voilà. Donc, ok. Donc, il y a 5 bons élèves, puisque moi, je ne prends que des douches depuis très longtemps, et que je chauffe à 19, 17 degrés. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on vienne me le dire, qu'on vienne m'imposer de le faire. C'est ça que je n'accepte pas. C'est cette notion, c'est cette façon de décérébrer les gens, de leur laver le cerveau, avec la complicité des médias. Vous n'avez pas à dire ça, vous n'avez pas à dire ceci. Ça devient terrifiant. C'est ce monde orwellien que je rejette. C'est pas le principe lui-même. J'entends bien. Je pense qu'on reparlera de ce sujet en fonction de la température de cet hiver. Comment ça va se passer. Je souhaite qu'on ait 10 cm de neige. C'est quand même un hiver où il y a de la neige, c'est quand même plus sympa. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Vous ne facilitez pas les choses, On sent le marabout, c'est dans l'actualité qu'il va les mettre des petites dans les poupées du climat, genre pourvu qu'il fasse froid. On va rigoler. L'hiver, c'est fait pour ça. Tariq Dali. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Messieurs, merci. Alors, la mort de Gorbatchev, le 30 août, il y a quelques jours donc, a rappelé à beaucoup les souvenirs de la chute de l'URSS. On était tous en âge d'avoir vécu ça. Je voudrais savoir comment vous jugez la place de Gorby dans l'histoire. Comment est-elle appréciée maintenant et peut-être un petit peu se projeter dans les années qui viennent? Laurent Arthur, du PC. Eh bien, cette place, je pense que les historiens dans 50 ans la jugeront immense. Pourquoi? En effet, Gorbatchev a réussi à terminer le cycle communiste démarré en 1917 en Russie sans un drame majeur, sans un conflit sanglant et sans un affrontement avec l'Occident. Il a réussi notamment à juguler le bellicisme frénétique de certains maréchaux soviétiques qui voulaient aller à la guerre avec les États-Unis. Et qui voulaient simplement réprimer ce qui se passait en Pologne, en Roumanie, dans tous ces pays-là. Donc Gorbatchev a été, d'une certaine manière, on peut le dire, un génie politique du fait qu'il a évité des drames majeurs et qu'il a conduit avec beaucoup d'adresse cette fin du cycle soviétique. Alors, l'opinion publique russe est injuste vis-à-vis de lui parce qu'elle lui reproche la suite. La suite, c'est Helsinki. Mais justement, c'est à Helsinki qu'il faut reprocher la vassalisation insupportable de la Russie qui a suivi la chute du mur et du rideau de fer, où dans les années 90, les années Helsinki, là, oui, effectivement, les Américains étaient chez eux, les oligarques russes s'étaient mis à leurs bottes, comme Khodorkovsky qui voulait mettre le pétrole sibérien au service des intérêts de Washington, etc. Et il a fallu l'arrivée au pouvoir de Poutine comme Premier ministre et ensuite comme chef de l'État pour mettre fin à cette américanisation, je dirais, razzia américaine sur la Russie. Mais c'est pas la faute de Gorbatchev, c'est la faute d'Helsinki. Et Gorbatchev, lui, qui vient de mourir après une retraite discrète aux États-Unis, il n'est pas resté dans sa terre natale.
effectivement. Pourtant, il est mort à Moscou. Hein. Oui, bon, enfin, il est revenu assez tard dans sa terre natale et il était mal vu, effectivement. Effectivement, Poutine n'est pas allé d'ailleurs à son enterrement. On va revenir sur le malaise qu'on a pu ressentir de la part de Poutine. Je voudrais faire un petit peu le tour. Yves Christen. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la question de la personne de Gorbatchev et qu'il restera dans l'histoire, c'est sûr. Il s'est passé un événement majeur. Maintenant, si, indépendamment du jugement sur la personne de Gorbatchev, on regarde d'un point de vue de Sirius l'évolution des choses, on arrive à une situation qui n'est pas sans paradoxe. Je veux dire par là que l'effondrement du monde communiste, je crois qu'autour de cette table, nous étions plutôt favorables à cela. La réunification de l'Allemagne, qui de toute évidence est une chose pleinement justifiée. Je vais pousser le paradoxe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue de l'intérêt de l'Europe, est-ce que l'Europe est plus européenne, je parle culturellement, qu'avant l'effondrement du monde soviétique, et même... Est-ce que l'Allemagne est plus l'Allemagne aujourd'hui qu'elle ne l'était avant l'effondrement, avant la réunification? Avant la réunification, je sais bien que c'est pas simplement le phénomène communisme, c'est l'évolution des choses. Le monde s'est américanisé, donc tout le monde s'est vassalisé près des États-Unis. Mais d'une certaine manière, l'Allemagne d'aujourd'hui est réunifiée, moi je trouve qu'elle est moins allemande que l'Allemagne d'avant la réunification, et même la partie allemande de l'Est, qui était comme ça, sous pression, parce qu'on empêchait d'exister d'une certaine façon, quand même, c'était plus de l'Allemagne, à mon avis, que ça n'est aujourd'hui. C'est un pays vassal des États-Unis. Dites ça à un Hongrois, à un Polonais, à un Roumain. Je comprends très bien ce que dit Yves. Je comprends d'autant mieux que je connais relativement bien l'Allemagne et que le 10 novembre 89, j'étais à Berlin. Mais j'étais allé en Hongrie aussi au mois de mai précédent. Puis c'est en Hongrie que là, la frontière s'était ouverte au mois de mai. Au mois de mai précédent, il y avait voilà. Et puis il y avait eu le pique-nique géant du mois d'août entre l'Autriche et la Hongrie, etc. C'est de là que c'était parti. Les élections en Pologne en 80, voilà. Bon, donc si vous voulez, maintenant ce que dit Yves, ça peut choquer, parce qu'effectivement, nous avions fait la fête, mais ça me fait penser à une dame que j'ai croisée un jour sur le Kudamm à Berlin, bien après la réunification, et qui m'a dit: j'habite Santa Barbara. Ah, c'était bien autrefois Berlin-Ouest. Maintenant, il n'y a plus rien de bien. Voilà. Ouais. Il était chez Kranzler devant le bar connu, là. Non, voilà. Eh bien, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne, la France sont plus américaines qu'elles ne sont européennes. Et effectivement, elles étaient plus européennes. Et on peut le regretter. Mais on ne peut évidemment pas regretter l'enfermement dans lequel étaient ces pays-là. Et puis surtout, on a retrouvé... Bon, alors, cela dit, une fois que ceci est dit, on peut dire aussi que quand même, en Europe orientale, c'est-à-dire celle qui a souffert du communisme, il y a une résistance à la mondialisation, d'où les succès de Viktor Orban, d'où les succès du PIS en Pologne, etc. Donc, si vous voulez, quand même, l'Europe de l'Est résiste, elle sait ce que c'est que le totalitarisme, elle n'en veut pas. Il n'y a pas beaucoup de nostalgie de l'URSS quand même. Il n'y a pas de nostalgie. Maintenant, pour revenir à Gorbatchev, c'est un grand homme, c'est-à-dire qu'il a détruit un monde totalitaire sans une goutte de sang. Le seul pays où il y a eu c'était en Roumanie, mais ça n'avait rien à voir avec lui. Donc il fallait quand même le faire. On peut lui reprocher... Je crois que les Russes lui reprochent sa faiblesse. C'est-à-dire que, je dirais que Gorbatchev, c'est un peu un Louis XVI qui aurait sauvé sa tête. Il n'a pas voulu tirer sur le peuple, il n'a pas voulu... il a laissé faire les choses, il a dit, voilà, les gens sont libres, sont indépendants. Il avait dit... chacun la chute du système, hein. Non, il a essayé de le réformer, mais il n'a pas réussi. Il voulait glasnost et perestroïka, c'est-à-dire de la transparence et de l'amélioration. Oui. Mais il pensait pouvoir le réformer de l'intérieur. Mais c'est comme tout de suite après la chute du mur en novembre 89, on voyait venir la réunification. Mais il y avait... En RDA, on disait il faut quand même que la RDA ait une identité, etc. On va essayer de la garder. C'était pas possible. C'était pas possible. C'est nostalgia que vivent certains Allemands de l'Est. On peut lui faire un reproche ponctuel qui serait le suivant. On entend très souvent dans la propagande américano-otanienne la réfutation de l'argument comme quoi Washington aurait promis aux Russes de ne pas élargir l'OTAN après la chute du rideau de fer.
Cette contestation, qui est réfutée par des témoins visuels comme l'ancien ministre Roland Dumas, cette réfutation serait devenue impossible si Gorbatchev avait demandé et exigé que James Baker, le secrétaire d'État américain, signe un document écrit officiel à ce sujet. Et là, il y a constamment cette controverse où beaucoup de propagandistes disent « mais non, cette promesse n'a jamais été faite ». C'est de la propagande otanienne pure. Voilà. D'ailleurs, c'est extrêmement simple. Pardon, il y en a un qui ne s'est pas exprimé. Nicolas Vidal, on va revenir sur Nicolas. Alors moi, c'est une période qui me passionne, parce que j'ai des fortes origines polonaises, donc forcément, ça me passionne. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai, je me dis... c'est ça votre Non, nom, pas du tout, c'était un autre nom. Voilà. Mais c'est un pays que je connais bien, très très bien, et j'essaye de me renseigner là-dessus, bien entendu. Alors j'ai que des questions, moi, là-dessus, parce que je trouve ça passionnant. Finalement, je me dis, est-ce que Gorbatchev, il n'a pas été finalement haï par une partie du peuple russe, justement parce qu'il a essayé à un moment donné, avec la perestroïka et le Gentholt, de concilier quelque peu avec les Américains, avec l'OTAN, tout en se rendant compte que finalement, les années qui ont suivi, après, les Américains et l'OTAN n'ont fait qu'à leur tête, et ils ont avancé finalement sur les pays de l'Est, et peut-être que Gorbatchev aussi, on se rappelle qu'il avait été hué notamment, et qu'on y avait sorti les portraits de Helsinki Nicolas II, et aujourd'hui, alors ça, c'est la fin, hein, oui, c'est la fin. C'est pour ça que je fais un plan général. Et finalement, cette gorbimania qu'on a vécue depuis quelque temps, finalement, les Occidentaux l'ont quand même bien saccagé, le G7 en 91, en refusant d'aider Gorbatchev en 91. Donc, il y a ce paradoxe une nouvelle fois. 93, voilà. mais enfin... il y a ce paradoxe-là, et peut-être qu'aujourd'hui, je vous laisserai là-dessus, et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que le père Poutine aussi, et qu'il en a peut-être eu du ressentiment. Finalement, il a pensé quelque part que Gorbatchev a essayé de flirter, finalement, pour réconcilier ou essayer de réchauffer les rapports. Vous voulez une minute complotiste? Une minute, minute complotiste. Vous croyez qu'on va avoir ça? Je peux vous la donner. Vous êtes sûr? Oui, on peut essayer. Ok, si ça dure vraiment une minute. Une minute. Elle est très grosse. Si vous voulez, non, parce qu'il a dit en 1991, moi je dirais que c'est à partir de 92-93. C'est-à-dire que George Bush était de bonne volonté. George Bush a gagné la guerre froide avec Gorbatchev, et il s'était entendu avec Gorbatchev. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé ce qui est arrivé qui est très rare, c'est qu'il y a une triangulaire aux États-Unis, et on a fait battre George Bush. Et Bill Clinton, immédiatement, dès qu'il est arrivé, il a repris à son compte la doctrine démocrate traditionnelle, c'est que la Russie, l'Union soviétique, moi je ne fais pas de différence, il faut les écraser. Et tout à l'heure, on en reparlera encore tout à l'heure. Voilà la minute complotiste. Pourquoi t'ont fait battre George Bush? Oui, d'accord. Sachant que le véritable artisan de la chute de l'URSS, c'est Reagan. Et la guerre des étoiles, qui a mis l'URSS dans l'impasse économique en essayant de suivre le rythme. J'ai d'ailleurs remarqué une chose, c'est que déjà le dopage de l'économie américaine, les Reaganomics, comme on disait à l'époque, a déjà été assez largement tributaire d'une politique d'assouplissement monétaire, comme on dit, c'est-à-dire de planche à billets déchaînée, qui a permis de doper le budget de la défense américaine, de préparer la guerre des étoiles hors de prix, et donc de mettre sur le flanc le système de défense soviétique, etc. Moyennant quoi, le paradoxe est que ces mêmes Reaganomics, cette économie casino, cette économie de la planche à billets, pour résumer la chose lapidairement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des déséquilibres abyssaux dans l'économie mondiale, un montant global de dette qui est 60 fois le niveau de l'économie réelle, etc. Le paradoxe est que ce qui a tué l'Union soviétique, maintenant, met en péril l'économie mondiale. Il y a un autre paradoxe. Tariq, je voudrais faire évoluer le débat. On a effleuré le malaise de Poutine par rapport à la mort de Gorbatchev. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est très paradoxal? Parce que, unanimement, vous dites, c'est un grand homme. Et tout à fait ça. C'est un homme qui est important, regarde l'histoire. Ok. Mais c'est l'homme d'une défaite. Très bien, d'accord. Est-ce que non, il n'empêche que, et ça a fait écho à ce qui a été dit au sujet numéro 1, les dirigeants jamais n'admettent leurs erreurs. Et est-ce que là, Poutine n'aurait pas intérêt à inclure Gorbatchev dans la saga russe et le mettre à un niveau de grand dirigeant pour dire, maintenant, on s'appuie sur... On voit mal la raison de ça, quand même. Gorbatchev, c'est l'homme qui, d'une certaine manière,
s'est soumis aux États-Unis, peut-être n'avait-il pas le choix, je ne dis pas le contraire. L'évolution économique, la guerre des étoiles, tout ça est exact. Il ne pouvait peut-être pas faire autrement. Sans doute quand même aurait-il pu, d'abord sur les accords verbaux, exiger qu'ils ne soient pas seulement verbaux, parce qu'il était quand même un des maîtres du monde, mais on est quand même un homme avec des conseillers, on peut quand même se dire qu'il vaut mieux avoir ce type de garantie. Et ensuite, une fois déchu, notamment aux États-Unis, même s'il est mort à Moscou, il n'a pas été dans la peau de quelqu'un qui représentait d'une certaine manière le passé de la Russie. On a quand même l'impression qu'il s'est mis dans une posture dont on peut comprendre qu'elle n'ait pas été une posture de fierté russe. Quel serait son intérêt? C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec Poutine, quel serait son intérêt de l'intégrer? Gorbatchev est détesté par le peuple russe. Poutine lui-même a dit celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de raison, et celui qui veut la rétablir n'a pas de cœur. Enfin, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est la même chose, ça revient au même. Mais quel serait son intérêt, hormis celui de complaire aux médias occidentaux? Il n'a pas envie. Donc non, franchement, je vois pas. Vous pensez qu'il a raison d'être, finalement, de célébrer à minima la mémoire de Gorbatchev? Vous comprenez son malaise? Moi, je pense que c'est pas du tout la même philosophie. C'est pas du tout la même philosophie, parce que peut-être ce qu'on a reproché à Gorbatchev aussi rapidement, c'est son manque de patriotisme, ce qui n'est pas du tout Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une énorme différence entre les deux, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'émotion des foules. Il est vrai que Gorbatchev a eu le rôle extrêmement ingrat de solder les comptes de l'Union soviétique. C'est un rôle extrêmement ingrat. Il l'a fait en évitant les effusions de sang, et je dirais que c'est remarquable parce que c'était pas garanti d'avance. Hein. Alors, c'est un rôle très ingrat je dirais, de fermer la boutique, si je peux dire, forcément. Et du coup, pour Poutine, qui est le symbole du redressement de la fierté nationale, il n'était pas possible politiquement d'aller rendre hommage à Gorbatchev à son enterrement. C'était pas possible politiquement. C'est plus général que ça. Je veux dire, Gorbatchev, d'une certaine façon, c'est l'homme des Occidentaux, c'est l'homme qui est célébré par l'Occident. Et Poutine, c'est très exactement l'inverse. C'est l'homme qui veut montrer son indépendance, l'indépendance de la Russie par rapport à l'Occident. Donc c'est deux visions du monde qui sont tout à fait antagonistes. Ça dit, je fais un petit aparté, c'est quand même aussi le bal des faux culs là-dedans, parce que, excusez-moi, mais nous tous, nous sommes en train de dire que Gorbatchev était très bien. Tous les dirigeants occidentaux, les vassaux des Américains disent qu'il était très bien. Il n'y en a pas un seul qui soit allé aux obsèques de Gorbatchev. D'ailleurs, s'ils étaient tous allés en masse, peut-être que Poutine aurait été obligé d'y aller. Est-ce que vous savez lequel y est allé? Victor Orban. Eh ben, bien sûr. Voilà. Victor Orban. Oui. Exactement. Oui. Alors que pourtant... Donc, c'est intéressant. Bah oui. C'est intéressant. Mais Victor même Orban en cas de guerre. Intéressant. Alors, est-ce que personne n'y est allé parce que c'est la guerre en Ukraine? Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire une sorte de parenthèse en disant les Américains y vont, le Français y va Si le maître américain y était allé, les vassaux européens y seraient allés servilement avec leur docilité habituelle. On peut imaginer un Chinois y aller. Mais le problème de la Chine, je vais vous donner un élément, c'est que dans les écoles de direction des dirigeants chinois, le cas Gorbatchev est examiné très attentivement, mais pas 5 minutes de cours, des journées entières de cours pour voir comment cet homme-là a finalement favorisé l'effondrement d'un système alors que les Chinois veulent le faire tenir. Et Xi Jinping a la hantise de l'effondrement du régime communiste chinois. Il ne voudrait pas, justement, la gorbatchevisation de la Chine, effectivement. Ça l'obsède. Il ne faut pas oublier que le massacre de Tiananmen provient directement d'une visite officielle de Gorbatchev à Pékin. Puisque Gorbatchev était à Pékin 2-3 jours avant, et que les étudiants encensaient Gorbatchev, et ils ont espéré profiter de sa visite pour pousser les dirigeants chinois à faire la même chose. Il y avait des manifs partout. Deng Xiaoping s'est senti humilié parce que les convois ne pouvaient pas circuler, ils ne pouvaient pas recevoir Gorbatchev dignement, ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas circuler bien à cause des manifs, et dès que Gorbatchev est reparti, il leur a tiré dessus. Il ne faut pas oublier ça, c'est une anecdote en juin 89. Je voudrais rappeler une chose, Gorbatchev avait axé sa diplomatie sur la notion de maison commune entre l'Europe et la Russie. Que Bush avait agréé. Que Bush avait agréé.
la maison commune Europe-Russie. Poutine, dans les premières années de son règne, a repris ce terme. Poutine a notamment tendu la main à Chirac et à d'autres pour dire « faisons là cette maison commune, Europe-Russie, faisons-la ». Mais évidemment, les chefs d'État européens, il n'y en avait pas un qui puisse oser affronter Washington, alors qu'ils se réclament tous de Gaulle, hein, les pauvres. Hein. Les Lilliputiens qui se réclament d'un géant. C'est comme... D'ailleurs, c'était le fils de George Bush qui, lui, n'était pas du tout sur la même ligne que son père, qui était au pouvoir à ce moment-là. Il n'avait pas non plus la même dimension. Mais il y avait aussi les gauchistes reconverti en néoconservateur derrière lui, ce qui n'était pas le cas de l'époque. Là, c'est encore une occasion perdue. Il ne faut pas oublier que Poutine a tendu la main à l'Occident à peu près, au moins jusqu'en 2004, mais presque même jusqu'en 2007. Exactement. Désespérément, il a tendu la main à l'Occident, désespérément, et notamment aux Européens. Et aussi aux Américains. Il a même voulu au début faire entrer la Russie dans l'OTAN, Poutine. Exactement. On ne le dit jamais, ça, la propagande américaine. George Bush n'était pas contre, George Bush avait donné son accord. Mais je vais vous retrouver une phrase, c'est très simple. Hein. En 1997, donc c'était à l'époque où Bill Clinton avait commencé à faire des dégâts en Yougoslavie, etc. En 1997, Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, il a dit, la déclaration suivante, et on va arriver au prochain sujet, « L'Amérique doit absolument s'emparer de l'Ukraine parce que l'Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe. Une fois l'Ukraine séparée de la Russie ne sera plus une menace. » Ça, c'est 1997. Donc, Vladimir Poutine pouvait s'époumoner à demander à Bush, fils, ça ne marchait pas, puisqu'il était dans la lignée de la politique étrangère de Clinton, etc. Et puis la suite, vous la connaissez. Vaste sujet, parce que ça parle de l'indépendance des Européens vis-à-vis des Américains. Sujet sur lequel on reviendra. Allez, c'est la fin de ces 20 minutes. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Troisième et dernier sujet. Après 6 mois de conflit entre la Russie et l'Ukraine, on a un peu de mal à avoir une porte de sortie. Pourtant, il en existe. Je voudrais qu'on regarde ensemble des pistes possibles pour espérer que ce conflit ne dure pas 4 ans. Voilà. Je sais que c'est ténu et que c'est pas un exercice facile, mais je vais me tourner vers vous pour essayer de les tracer, ces pistes. Yves Christen. À mon avis, c'est à la fois très facile et impossible. Pourquoi je dis que c'est très facile ? C'est que les conditions de la paix, elles sont évidentes et d'une légitimité quasi évidente. Et en même temps, ça correspond au réalisme. 1, il est bien évident qu'il faut que l'Ukraine n'adhère jamais à l'OTAN. 2, il est assez évident que, quoi que l'on pense, outre le fait que la Crimée est manifestement russe, de toute évidence, elle ne redeviendra jamais autre chose que russe. Et troisièmement, concernant le Donbass et des régions à l'est de l'Ukraine, il est clair qu'il aurait fallu leur trouver un statut à discuter d'autonomie, d'indépendance. Tout ça, c'est quand même le bon sens. À mon avis, d'ailleurs, c'est à peu près ce que Emmanuel Macron, les Turcs, etc. voulaient plus ou moins, et que même l'Ukraine était peut-être assez près d'accepter. Mais je crois que le handicap, c'est que les États-Unis ne veulent à aucun prix d'une chose pareille. Ils veulent absolument le maintien de la guerre. Vous avez dit, c'est très exactement ce qui est contenu dans les accords de Minsk, qu'on n'a jamais voulu mettre. Oui, bien entendu. Non, mais c'est le bon sens. Donc je veux dire par là que c'était assez évident, me semble-t-il, mais évidemment, il faut que les Américains l'acceptent. Que si statuer sur l'OTAN, ça veut dire qu'il faut que les Américains l'acceptent. Et la situation, à l'heure actuelle, c'est que clairement, à aucun prix, les Américains ne veulent arrêter cette guerre. Je pense même, je vais pousser plus loin, que si Poutine disait « je me retire complètement de l'Ukraine », ça ne satisferait pas les Américains. Ce qu'ils veulent, c'est que ça dure, et à certains égards, ils ont, pourrait-on dire, raison, parce que je crois que telle que c'est parti, cette guerre est la seule guerre
que les Américains auront gagné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non, je veux dire, ils n'ont pas gagné militairement. Non, mais gagné pour leur but. Le but des Américains, c'est quoi? C'est de faire la scission entre l'Europe et la Russie et d'appauvrir l'Europe pour que l'Europe soit vassale. Ça, ils ont clairement gagné à plein de couture. Ok, très intéressant. Alors, j'adhère entièrement à ce que vient de dire Yves sur le but américain qui est de couler l'Europe. En effet, la hantise des Américains depuis la chute du rideau de fer, c'est de voir se rapprocher les pays d'Europe de la Russie, de la Fédération de Russie, parce que ça créerait des synergies économiques et financières prodigieuses, étant donné la richesse en matières premières de la Russie et la richesse en capital et en savoir-faire des Européens. Et les Américains ont toujours eu l'obsession de mettre une herse entre les pays d'Europe et la Russie. Je rejoins totalement ce que dit Yves. Et donc, de ce fait-là, pour les Américains, maintenir un abcès en Ukraine et donc maintenir un rideau de fer nouveau entre les pays d'Europe et la Russie, c'est un but en soi. Et en effet, sinon, un rapprochement Europe-Russie ferait surplomber cette économie continentale eurasienne par rapport à l'économie américaine. Mais ce rapprochement peut même être simplement évoqué actuellement, alors que la Suède, la Finlande basculent du côté de l'OTAN. Les élites européennes qui sont d'une stupidité monumentale dans le domaine géopolitique en règle générale, et puis qui sont tenues aussi, parce qu'il y a un degré de corruption. Il faut voir aussi comment les gens sont tenus par la corruption aussi. Mais par même les Ukrainiens, impossible. Il semble difficile actuellement de convaincre les Ukrainiens de se retourner vers la Russie. Mais c'est quoi les Ukrainiens? C'est Zelensky. Non, je parle du peuple, je parle des gens qui ont souffert. Le peuple, il commence tellement à souffrir des deuils. Il faut voir les pertes de l'armée ukrainienne. Elles sont gigantesques. Ce peuple est saigné, mais il faut voir comment. Donc, à un moment donné, vous savez, les familles endeuillées, les familles d'estropiés, elles veulent que ça s'arrête. Mais est-ce que c'est pas comparable à la situation française en 14, mais où pas un pouce de la France ne devait rester entre les mains des Allemands? Oui, mais tous les Français seraient montés au front. En 1917, il y avait les mutineries. Or, à l'époque, s'il y avait eu les téléphones portables, ça n'aurait pas duré 4 ans. Hein. Oui. S'il y avait eu les images des massacres, ça n'aurait pas duré 4 ans. Oui. Or, que voit-on? L'armée ukrainienne commence à en avoir assez de Zelensky et de ses ordres. L'armée ukrainienne ne voulait pas l'offensive du Sud, qui est actuellement extrêmement meurtrière pour l'armée ukrainienne, qui part à l'assaut, qui se découvre, qui quitte ses positions défensives dans un saupoudrage d'attaques contre les Russes, et c'est extrêmement désastreux pour l'armée ukrainienne. Est-ce que c'était pas pour l'Ukraine une manière de prendre position, d'essayer de regagner du terrain pour avoir un fait acquis et commencer à négocier? Mais l'armée ukrainienne use ses derniers soldats compétents, ses derniers soldats aguerris là-dedans. L'état-major de l'armée ukrainienne n'était pas d'accord du tout pour cette offensive. C'est Zelensky qui l'a ordonné, et c'est Washington donc qui l'a ordonné. Zelensky n'est qu'une créature de Washington. Et c'est donc Washington qui veut se battre jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien. Mais on est en train d'essayer de trouver des pistes. Il n'y en a pas pour vous les voyez pas. Washington. Nicolas Vidal. Moi, je partage ce qui a été dit. Effectivement, je pense que les États-Unis veulent briser l'Europe. Oui. Très clairement, briser l'Europe. Et je suis encore plus d'accord avec vous sur Bruxelles, sur l'Union européenne. Oui. C'est absolument un scandale. Regardez, en France, à McKinsey, ça a l'air un peu loin, mais finalement, l'empreinte américaine est au cœur même de l'État français, et alors de Bruxelles encore plus. Donc, oui, mais pardon, Nicolas, est-ce que cette guerre, elle n'est pas au contraire en train de montrer une forme d'unification de l'Europe éventuellement avec un élargissement de l'OTAN et de l'Europe vers un certain nombre de pays et une solidarité européenne économique, énergétique. Non. Est-ce que c'est pas exactement le contraire? On est toujours les vassaux des Américains, encore plus maintenant, de l'Allemagne également, et je pense qu'on est en train de regarder l'euro. L'euro est en train de s'effondrer, l'Europe est en train de s'effondrer, l'Union européenne est en train de s'effondrer, et Emmanuel Macron et ses élites, qui sont complètement, je veux le dire, imbéciles au niveau européen, sont en train de nous amener, qui dans le mur? Les peuples européens. Et troisième élément, revenons à notre souveraineté, revenons à notre beau pays français.
quels sont nos intérêts là-bas? Nous sommes en train d'envoyer un pays littéralement à l'abattoir. Ce pays est en train de partir à l'abattoir, que ce soit notre énergie, que ce soit notre chômage, notre pauvreté, notre misère. Et Emmanuel Macron continue à agiter le drapeau de la souveraineté européenne, qui elle-même, il n'y a pas de souveraineté européenne, la souveraineté ne se partage pas et ne se partagera jamais. Et sous qui? Sous la vassalisation des États-Unis, qui effectivement nous mène une guerre en Ukraine dans laquelle nous sommes engagés. Et nous allons finir. Pourquoi j'ai amené ce sujet, Nicolas? Oui. Pourquoi j'ai amené ce sujet? C'est qu'effectivement, on voit bien qu'au bout de 6 mois, il n'y a pas des masses d'espoir. On voit bien que d'un côté, il y a une armée qui a un peu moins de soldats qu'avant, c'est la Russie, mais qui a beaucoup de matériel, et une armée qui n'a pas beaucoup de soldats et qui commence à avoir du matériel, c'est l'armée ukrainienne. Donc, alors que tout le monde imaginait que ça allait être une sorte de blitzkrieg russe, il n'y a plus de blitzkrieg. Le nombre de combattants russes face au nombre de combattants ukrainiens, c'est à peu près un combattant russe pour 3 combattants ukrainiens. C'est ce qui fait aussi la lenteur de la progression russe. Alors que l'armée russe devrait être gigantesque et aurait dû agir comme un rouleau compresseur. Mais pourquoi? Ça a été un échec, ça. Franck, pourquoi? Parce que Poutine garde en réserve l'essentiel de l'armée russe, parce qu'il veut tenir en respect l'OTAN. Il veut empêcher les Américains d'internationaliser cette guerre en disant aux Américains, regardez, les 9/10 de mon armée sont en réserve. Donc il a engagé à peu près 150 000 hommes en Ukraine, alors qu'il y a une mobilisation générale en Ukraine. Ce qui voudrait dire qu'il ne s'est pas donné les moyens de la victoire. Non, mais Franck, il faut quand même bien voir que pour les Russes, ils ont aussi une contradiction. Ils considèrent que l'Ukraine, c'est la Russie. Ils ne veulent pas exterminer les Ukrainiens. Donc ils y vont, contrairement à ce que l'on dit, de manière assez modérée. Non, mais écoutez, quand vous entendez... Non, mais vous entendez des informations, il y a 2 morts, 3 morts ici ou là. C'est pas du tout comme en Afghanistan ou en Irak, où là, c'était des dizaines de milliers de civils qui mouraient. De temps à autre, vous avez 2, 3, 10 morts ici ou là. C'est terrible pour ces gens-là. Mais il faut bien voir que la Russie y va de manière modérée. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans il y a une chose qu'il faudrait, justement, il y a une chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, parce que la tonalité de notre discussion peut paraître cruelle vis-à-vis de l'Ukraine. Je crois que ça n'est pas le cas. Le problème, c'est que la guerre, plus elle se prolonge, plus on tue d'Ukrainiens et plus on détruit l'Ukraine. Alors, pour les Américains, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour l'Ukraine, c'est très certainement une mauvaise chose. Et je pense que les efforts que nous devrions faire, que l'Europe devrait faire, c'est d'essayer justement d'aller vers un état de paix, parce que plus tôt il y a une forme de paix mal, une côte mal taillée, assurément, moins il y aura de gens morts. De ce point de vue, Laurent a dit une chose importante sur l'avancée de l'armée ukrainienne. Vous avez dit, ça peut aider les Ukrainiens à ensuite discuter pour la paix. Je ne crois pas. Parce que s'il devait y avoir une telle discussion, si les Américains acceptaient qu'il y ait une telle discussion, il faudrait les points que j'ai évoqués et il faudrait aussi que ça n'apparaisse pas comme une humiliation pour l'Ukraine. Donc il faudrait que les Russes rendent quelque chose à l'Ukraine. Mais si les Ukrainiens ont repris ce qui peut leur être rendu, il n'y aura plus cette marge de manœuvre. Donc il faut, à mon avis, jouer avec l'ensemble de ces paramètres. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que si on est un minimum humain et un minimum respectueux de la vraie Europe, il faudrait souhaiter que cette guerre s'arrête le plus tôt possible. Par ailleurs, ce serait l'intérêt de la France. Mais les Américains ne veulent pas. Tariq Dali. Non, à votre avis, qu'est-ce que les Ukrainiens sont capables d'accepter ? Les Ukrainiens, je pense qu'ils ne sont pas contre l'idée. Les Ukrainiens et Zelensky, c'est des choses Voilà, c'est différentes. ça, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter les accords de Minsk, dont Yves a donné le résumé tout à l'heure. La Crimée ne redeviendra jamais ukrainienne, puisqu'elle n'a jamais été dans l'histoire. Mais l'autonomie du Donbass, je ne vois pas pourquoi les Ukrainiens s'y opposeraient, d'autant que dans le Donbass, il y a une majorité de Russes. Donc le peuple ukrainien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est il y a cet aspect essentiel. Le problème, c'est Zelensky qui est la marionnette des Américains. Et Biden, chaque fois que Zelensky veut monter une oreille, Biden lui dit attention, tu vas faire ce qu'on va te dire. C'est tout. Et tant que les Américains ne voudront pas que la guerre se termine, malheureusement, la vassalisation de l'Europe fait qu'on va continuer. Maintenant, il peut y avoir un espoir qui viendrait. J'exclus pas qu'ils viennent d'Allemagne d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les Allemands, ils regardent toujours leur intérêt, et puis quand ils vont se dire on n'a plus de gaz,
on n'a plus d'électricité, la coalition, il n'est pas très fort, le Scholz, il est à la tête d'une coalition rouge, verte, jaune. Peut-être que les libéraux vont dire maintenant ça commence à bien faire, mais j'en sais rien, je ne sais pas. Les élites allemandes sont encore tétanisées. Oui, on va aller à la case dirigeante parce que de toute façon, sont tellement tétanisées par le complexe de culpabilité lié au passé nazi, etc. Donc c'est la France qui pourrait jouer ce rôle. Pour l'instant, c'est pas avec Macron. Moi, Macron lui-même est tenu. Macron est tenu parce que Macron, quelquefois, il a tenu des propos qui n'étaient pas forcément inintéressants, mais il est rentré dans le rang très rapidement. Macron aurait d'assez bonnes intuitions là-dessus. Mais le problème, c'est pas simplement qu'il est tenu, c'est que Macron ne peut pas s'empêcher, il l'a fait pour le Liban, etc., de se mettre en avant. Or, je pense que la diplomatie, c'est exactement l'inverse. Ce que Macron devrait faire, c'est de manière souterraine, vis-à-vis d'autres pays européens susceptibles de l'entendre, peut-être l'Allemagne, peut-être l'Italie, en tout cas certainement des pays de l'Est, essayer de faire en sorte que plusieurs chefs d'État, sans le dire, se mettent d'accord sur une politique de bon sens pour aller vers la paix en Ukraine. Et évidemment, si Macron dit « moi, je vous dis que je vais faire la paix », zéro chance. Si par contre, il a obtenu de la part de plusieurs autres chefs d'État un accord pour être sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire pour aller vers la paix sans se mettre en avant, là, il y a un petit peu de chance. Oui, mais je dirais qu'il préfère faire de la mousse et de la fumée, d'abord par tempérament, c'est un narcisse, mais aussi parce que ça lui permet de faire semblant de faire ce que tu dis, Yves, mais en réalité, il ne peut pas agir efficacement dans ce sens-là, parce que s'il faisait une action efficace dans ce sens-là, les Américains lui rappelleraient un certain nombre d'éléments qui le tiennent, Macron. Quitte à faire roi, quitte à commissionner pour les chaudières nucléaires d'Alstom. On peut ressortir ces éléments, dossiers, sans compter les fameux dossiers sur l'intimité de Macron dont parlait Donald Trump et dont les Russes ont parlé aussi. Il y en a aussi des dossiers. Il est tenu, Macron, quand on connaît un peu la vie politique, on le sait, on le sait. Je suis moins pessimiste que vous sur la possibilité que l'Allemagne se réveille. Sur le peuple allemand, peut-être que l'Allemagne va dire non, ça suffit, on ne va pas. Je ne sais pas, parce que vous savez, les Allemands, ils aiment bien défendre leurs intérêts. Et s'ils voient qu'il n'y a plus de gaz, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Juste pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on laisse un petit peu de temps avec Ignace et ses dessins. Votre vision est très pessimiste sur les mois qui viennent. On ne veut pas que la guerre s'arrête. Qui va rester. On n'allait pas sortir. Parce que les Américains ne veulent pas que la guerre s'arrête. Donc ça sera le mot de la fin. Rappelez-vous, Bruno Le Maire, je veux mettre l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, les États-Unis ne bougeront pas, on l'a dit, ils sont là-bas. Et la Russie vient de faire 158 milliards de ventes de gaz et de pétrole depuis le début de la guerre. C'est un rapport du CREA, c'est une agence finlandaise. Et nous sommes en train de nous effondrer absolument. Et les Français vont en payer le prix très cher. Voilà les pistes. L'opinion publique va se retourner à ce moment. Ah ben, faut l'espérer. On verra bien. Allez, on conclut ce troisième sujet et on se retrouve dans quelques secondes pour voir les dessins et caricatures d'Ignace qui a crayonné et colorié pendant les débats. À tout de suite. Allez, les dessins d'Ignace, qui est très fort. D'abord le pape. Ok, ça vous l'avez vu ce dessin. L'amour du pape et du foot, c'était très bien vu. Laurent Arthur Duplessis, merci beaucoup. Vous allez la garder celle-là, hein, cette caricature. C'est un homme de paix, qu'il repose en paix. Ouais, c'est assez bien vu. J'aime beaucoup le jet ski de Macron. Ouais. C'est quoi le jet ski ? Il paraît qu'un jet ski, ça consomme comme un scooter, hein, donc peut-être que le procès est un peu mal trouvé. Ah, là, c'est moi dont il s'agit. J'ai toujours un air échevelé et je propose de manger des faillots.
J'espère que ça n'est pas pris à double sens, mon cher Ignace. Je crains qu'il faille y voir autre chose que le simple mot. Mais bon, Nicolas Vidal face à la crise énergétique. Oui, on y voit toute l'énergie de Nicolas. Comme d'habitude, cher ami. Ça, c'est de la caricature. Il fallait pas venir si c'était pour être gentiment traité. Tariq Dali face aux rigueurs de l'hiver. Ouais, Tariq, bien sûr, on va chauffer les oreilles de Macron. Voilà. Ok, c'est absolument excellent. Il manque juste Yves Christen, mais voilà, nous n'avons pas eu assez de temps mais ce sera pour une fois. Vous serez victime, une tête de Turc en premier. J'exigerai que vous en ayez 2. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup, Ignace. Heureusement que vous êtes là. Allez, dans 15 jours, on aura bien des choses à voir ensemble.